Monsieur le Premier adjoint, je te remercie, mon cher Claude, pour les vœux que tu viens d'exprimer à mon égard au nom de l'ensemble de nos collègues de l'équipe majoritaire. Cette équipe, je suis extrêmement heureux de l'avoir à mes côtés, toujours aussi animée par la même volonté, celle de rester fidèle aux engagements que nous avons pris auprès des Tropéziens. Et malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée, nous avons su, comme tu l'as souligné, garder le cap dans la continuité de l'action impulsée en 2008. Et quand j'observe, quand j'écoute le bilan de l'année écoulée que tu viens de retracer, les investissements que nous avons réalisés, les logements que nous avons fait construire pour les Tropéziens, les chantiers que nous avons lancés, je suis fier de ces résultats et fier de conduire cette équipe dont chacun des acteurs continue à s'investir au quotidien avec toujours autant de détermination, compétence et dévouement dans ces domaines respectifs de responsabilité. Je suis particulièrement satisfait que nous ayons su maintenir notre cohésion. En 2008, déjà, rappelez-vous, certains annonçaient l'éclatement de notre équipe dans les 6 mois de notre entrée en fonction. On sait ce qu'il en est advenu, et c'est cette équipe largement reconduite qui se trouve toujours aux affaires auprès de moi. Je ne saurais donc que trop vous exprimer ma gratitude et mes plus sincères remerciements, car malgré de nombreux obstacles, j'ai toujours su compter sur votre soutien sans faille. Et c'est ce soutien, cette fidélité qui me donne la force et la volonté de persévérer et de garder le cap contre vents et marées. J'entends déjà certains ricaner en évoquant l'adage romain bien connu « Humanum est, errare humanum est, perseverere diabolicum ». Bien évidemment, ce n'est pas à cet adage que je pensais, mais à l'expérience de Jean-Louis Étienne que tu as cité lors de sa mythique traversée jusqu'au pôle Nord, qui nous enseigne que c'est dans la persévérance que l'on progresse et que l'on réalise de grandes et belles choses. Je voudrais aussi associer à ces remerciements tous les responsables des services municipaux qui nous aident à piloter cette grande entreprise mairie et d'une manière plus générale, tous les agents qui s'investissent quotidiennement au service de notre collectivité et de l'intérêt général. Merci à vous tous. Après ce préambule, je souhaiterais maintenant aborder quelques sujets de préoccupation avant d'évoquer les projets que nous entendons réaliser durant cette nouvelle année et présenter, comme il est de tradition, les vœux que je forme à l'intention de Saint-Tropez, des Tropéziennes et des Tropéziens. Monsieur Vincent Maurice, conseiller régional, président de la communauté de communes, maire de Sainte-Maxime, monsieur Marc-Étienne Lansade, conseiller régional, vice-président de la communauté de communes, maire de Cogolin, madame Muriel Descabergers, vice-présidente du conseil départemental, monsieur Alain Benedetto, conseiller départemental, vice-président de la communauté de communes, maire de Grimaud, mesdames et messieurs les autres maires et vice-présidents de la communauté de communes, monsieur Philippe Léonelli, maire de Cavalère, monsieur Bernard Jobert, maire de la Croix-Valmer, monsieur Jean-Jacques Courchet, maire de la Garde-Freinet, madame Anne-Marie Bagnard, maire de Gassin, monsieur Raymond Casaubon, maire de la Mole, madame Florence Landia, maire du Plan de la Tour, monsieur Roland Bruno, maire de Ramatuelle, monsieur Jean Plénat, maire de Réole-Canadelle, monsieur Yvon Zerbonne, ex-doyen de la communauté de communes, monsieur Jean-Claude Mattei, secrétaire général de la sous-préfecture de Draguignan, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des forces armées, de la gendarmerie, du service départemental d'incendie et de secours, ainsi que des administrations d'État, mesdames et messieurs les acteurs socio-économiques du territoire, monsieur Jean-Paul Guarin, curé de Saint-Tropez, monsieur le capitaine de ville, monsieur le major, mesdames et messieurs les présidents des associations locales ou leurs représentants, mesdames, messieurs, chers amis.
Lors d'un exercice de présentation des vœux, on fait en général preuve d'optimisme. J'aurais donc bien aimé vous dire que 2016 sera probablement une excellente année, pleine de toutes sortes de bonnes choses pour notre commune. Mais au risque d'apparaître comme un rabat-joie, je préfère vous dire, en espérant bien évidemment être ultérieurement démenti, que l'année qui s'ouvre devant nous sera vraisemblablement une année difficile à de nombreux égards. Tout d'abord, en raison des fortes incertitudes qui continueront vraisemblablement à caractériser l'économie mondiale et la situation économique nationale. Ensuite, du fait du contexte budgétaire de plus en plus contraignant auquel nous nous trouvons confrontés en tant que collectivité locale, ainsi que des conséquences des nouveaux problèmes sécuritaires engendrés par le risque terroriste. L'issue des recours intentés contre le PLU et le traité de concession présidant à la réalisation du programme de logements sociaux pourrait aussi, dans l'hypothèse défavorable d'une annulation, sérieusement nous compliquer la tâche, sans toutefois que cela ait des conséquences insurmontables. Doit-on pour autant sombrer dans le pessimisme? Je ne le pense pas, car le pire n'est jamais certain, et parce que nous avons la ferme volonté de continuer à tenir résolument la barre et de tout mettre en œuvre pour relever ces nouveaux défis. Je sais que la sécurité constitue pour la plupart d'entre vous un sujet de préoccupation qui revêt désormais une acuité toute particulière depuis les graves attentats terroristes qui ont frappé notre pays en janvier et novembre 2015 et les dangers que cette situation nous fait actuellement courir. Je voudrais donc commencer par là et y consacrer quelques développements en évoquant tout d'abord brièvement les problèmes, j'allais dire, traditionnels de délinquance que nous avons connus l'été dernier, ainsi que les mesures qui ont déjà commencé à être mises en œuvre pour maintenir en 2016 des conditions de sécurité satisfaisantes. En guise de préambule, je voudrais rappeler que la sécurité des biens et des personnes a toujours constitué pour l'équipe majoritaire une priorité essentielle, car elle est non seulement garante de notre qualité de vie, mais aussi de notre attractivité touristique et donc de notre activité et de celle de nos entreprises. Par ailleurs, bien que dans l'ensemble, le niveau général de délinquance constaté en 2015 ait plutôt eu tendance à régresser, quelques incidents se sont produits durant la saison dernière, dont l'un très grave, survenu à la fin du mois d'août, et dont a été victime un jeune commerçant tropézien, agression ayant suscité à juste titre un certain émoi au sein de la population. À cet égard, je suis heureux d'annoncer que l'état du jeune Ayoub s'est amélioré régulièrement depuis sa sortie du coma en septembre dernier. Sidi Siri et moi lui avons d'ailleurs rendu visite à ce moment-là pour lui exprimer toute notre sympathie et apporter notre soutien à sa famille. Sa rééducation s'annonce toutefois très longue, mais nous avons bon espoir qu'il pourra finalement surmonter cette terrible épreuve sans séquelles graves. C'est en tout cas le vœu que nous formons en lui souhaitant de revenir le plus tôt possible parmi nous à Saint-Tropez. C'est précisément pour éviter la réédition d'incidents inadmissibles de ce genre que le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui s'est tenu le 14 novembre dernier, en présence notamment de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan, de M. le procureur de la République et des représentants de la gendarmerie nationale, j'avais présenté un projet de réseau d'alerte consistant à la mise en place d'un numéro d'appel spécifique destiné aux établissements de nuit, ainsi qu'à ceux bénéficiant d'une autorisation de fermeture tardive et aux SNAC. Ce réseau téléphonique permettra aux gérants de ces établissements de participer avec les autorités concernées, police municipale, gendarmerie, mairie, au maintien sur la commune de conditions de tranquillité et de sécurité satisfaisantes. Du moins, je l'espère. Dès qu'un individu ou un groupe susceptible de créer des problèmes, et notamment de provoquer des risques, aura été identifié à l'intérieur ou à la sortie d'un établissement, la brigade de nuit de la police municipale sera immédiatement avertie grâce au numéro d'alerte.
l'information sera aussi répercutée aux autres établissements par SMS. Ce système est désormais opérationnel, le numéro d'alerte confidentiel ayant été communiqué à tous les professionnels concernés. Mis en place à titre expérimental lors des dernières fêtes de fin d'année, il restera en vigueur tout au long de cette année, y compris les mois d'hiver, car durant la saison morte, Saint-Tropez reste la seule commune du Golfe où les établissements sont ouverts la nuit, notamment durant les week-ends. J'espère que ces nouvelles dispositions, fruit d'une large concertation et d'un effort collaboratif entre les services de la ville et les acteurs économiques, que je tiens à remercier, s'avéreront efficaces. Par ailleurs, le planning des policiers municipaux sera aussi revu de façon à ce que durant la saison, les effectifs soient renforcés entre 3h et 7h du matin, notamment sur les lieux sensibles. Le deuxième point que je souhaiterais aborder concernant la sécurité a trait à la situation à laquelle nous nous trouvons actuellement confrontés suite aux dangers terroristes qui menacent non seulement notre territoire, mais aussi tous nos compatriotes qui se trouvent amenés à séjourner à l'étranger dans certaines régions particulièrement exposées ou tout simplement lors de voyages effectués à des fins touristiques par voie aérienne ou ferroviaire. La France a payé, comme Bérard l'a rappelé, au cours de l'année écoulée, un tribut particulièrement lourd au terrorisme. Les 7, 8 et 9 janvier 2015, soit un an jour pour jour aujourd'hui, 17 personnes, journalistes, policiers et autres victimes innocentes, perdaient la vie lors des tueries perpétrées à Paris contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Le 13 novembre dernier, c'était 130 personnes qui étaient fauchées dans des conditions effroyables lors des attentats commis dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, dont 90 au Bataclan, et parmi eux, 23 ressortissants étrangers tombés eux aussi sous les balles des terroristes. Plus de 350 personnes étaient aussi blessées par des munitions de guerre, avec pour beaucoup de graves séquelles physiques et psychologiques. Si j'ai tenu à rappeler ces événements dramatiques, c'est tout d'abord pour rendre hommage à toutes ces victimes, pour exprimer notre solidarité avec leurs familles, avec ces foyers brisés, parce que la plupart de ces morts, en fonction des accidents de la vie, des hasards de la vie, ça aurait pu être vous, nous, parce que parmi eux se trouvaient certains de nos amis ou de nos connaissances, parce que comme l'a écrit le journal Le Monde dans le mémorial particulièrement émouvant publié dans ses colonnes, ces victimes ressemblaient à nos amis ou aux amis de nos enfants, parce qu'elles représentaient tout ce que les terroristes haïssent, la beauté, l'esthétique, la musique, l'art, le plaisir, la science, l'éducation, la diversité, la mixité, la tolérance, la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais ici, à Saint-Tropez, nous avons une raison supplémentaire d'évoquer ce drame, car une enfant de Saint-Tropez, Aurélie de Peretti, fille du journaliste bien connu de Var-Matin, Jean-Marie de Peretti, a été assassinée au Bataclan. Nous avons rendu hommage à Aurélie et accompagné sa famille dans cette terrible épreuve. Aurélie restera à jamais présente dans nos souvenirs et dans nos cœurs. C'est aussi pour son amie, Élodie Pierrat, présente avec Aurélie au Bataclan et grièvement blessée lors de ces fusillades aveugles, que je vous demanderai d'avoir une pensée ce soir. L'état d'Élodie, toujours hospitalisée, s'améliore lentement. Nous espérons qu'elle pourra se remettre de ses graves blessures sans trop de séquelles. Mais pour elle, le traumatisme psychologique risque d'être difficile à surmonter. Nous souhaitons de te revoir le plus tôt possible parmi nous à Saint-Tropez, Élodie. Si j'ai voulu évoquer ces problèmes de sécurité, c'est aussi parce que ces attentats ont conduit le gouvernement à décréter l'état d'urgence, mesure qui n'est pas sans conséquence pour nos libertés individuelles, et à proposer la déchéance de nationalité pour les binationaux. L'inscription de ces deux mesures dans un projet de réforme constitutionnelle a donné lieu à un vif débat national, qui continue d'ailleurs, pour ne pas dire à des polémiques transcendant les lignes de clivage politique traditionnelles et impliquant ministres, parlementaires, juristes, universitaires, philosophes, associations. Mais afin que vous puissiez connaître ma position sur ce sujet, parce que je pense que vous devez la connaître, je me permettrai de vous livrer quelques réflexions personnelles nécessairement sommaires.
Même si son efficacité dans la lutte contre le terrorisme peut être mise en doute, la déchéance de nationalité doit, à mes yeux, être inscrite dans la Constitution, car en remettant en cause le droit du sol, elle a une charge symbolique très forte. Il n'y a en effet aucune raison pour que des binationaux nés sur le sol français et reconnus coupables de crimes terroristes puissent continuer à bénéficier de la nationalité française. Les exactions dont ils se rendent coupables traduisent en effet une haine profonde de la France, de ses valeurs et de nos concitoyens. En un mot, ils ont trahi et renié notre nation et ne méritent plus d'en faire partie. Il n'y a là rien de particulièrement choquant, car la déchéance de nationalité pour les binationaux existe dans plusieurs pays démocratiques proches de la France. Concernant l'état d'urgence, je me rangerai du côté de ceux qui pensent que si la menace qui est à l'origine de son instauration s'avérait permanente, il conviendrait de se doter d'instruments de lutte permanents contre le terrorisme en leur conférant un fondement constitutionnel durable, tout en restreignant l'application des instruments de police administrative à la seule lutte contre le terrorisme et non pas à d'autres fins de maintien de l'ordre public dans son ensemble. N'étant pas un juriste confirmé, je n'exprimerai pas d'opinion tranchée sur le fait de savoir si, lors des perquisitions administratives, il convient de se satisfaire de la présence d'un officier de police judiciaire, de la communication des procès-verbaux au procureur de la République et de la possibilité de contester éventuellement les décisions des autorités administratives devant le juge administratif. Ou alors s'il convient d'exiger que ce contrôle soit exercé par le juge judiciaire, seul garant des droits et libertés des citoyens. Les avis sur ce point divergeront sûrement en fonction des affinités et des sensibilités des uns et des autres et de la confiance que chacun peut accorder à ses institutions respectives. Je conçois que les assignations à résidence et les perquisitions effectuées dans le cadre de l'état d'urgence puissent donner lieu à des erreurs, des dysfonctionnements engendrant des gênes sérieuses et des humiliations génératrices de traumatisme pour ceux qui les subissent indûment. Mais au risque de choquer certains d'entre vous, je me permets de poser la question. En termes de gravité, que pèsent ces atteintes aux libertés individuelles par rapport au drame suscité par les attentats terroristes aveugles, par rapport à ces vies brisées à jamais, à toutes ces infirmités et à la nécessité de tout mettre en œuvre pour prévenir de tels actes. Sans vouloir sombrer dans l'hystérie sécuritaire, il est des circonstances exceptionnelles où la sécurité doit devenir la première des libertés. C'est à cette condition que notre contrat social pourra survivre. Dernier point sur ce thème de la sécurité, ce n'est pas, bien évidemment, de gaieté de cœur qu'à la demande de la préfecture, agissant dans le cadre du plan Vigipirate et de l'état d'urgence, j'ai pris la décision d'annuler le feu d'artifice qui était prévu pour la Saint-Sylvestre. Je sais que cette décision a suscité des frustrations et donné lieu à des commentaires peu amènes sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, en dépit des circonstances, la fréquentation a été relativement importante et nous n'avons pas eu à déplorer d'incidents sérieux durant ces festivités de fin d'année. Mais imaginez la situation qu'eût été la nôtre si, malgré la mise en garde des services de l'État, nous avions maintenu le feu d'artifice et qu'un attentat soit intervenu. Je saisis l'occasion qui m'est fournie de clore ce chapitre sur la sécurité en remerciant vivement nos policiers municipaux ainsi que les gendarmes de la brigade de Saint-Tropez et les sapeurs-pompiers qui ont assuré avec dévouement et efficacité notre sécurité lors des fêtes de fin d'année. Il va nous falloir désormais vivre avec cette menace terroriste pendant un temps indéterminé, peut-être long, ce qui va requérir d'être vigilant à tous les niveaux. Merci donc à vous tous, membres des forces de sécurité, qui allez continuer à veiller sur nous. Concernant la situation budgétaire, j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer lors de l'adoption du budget 2016, le 15 décembre dernier, que les mesures qui nous sont imposées par l'État se traduiraient par un durcissement des contraintes budgétaires et une réduction marquée de nos marges de manœuvre. Rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver de chiffres.
Ce serait particulièrement indigeste un jour de présentation des vœux. Ça risquerait de vous couper l'appétit, ce qui serait dommage, car même si nous sommes en période de vache maigre, la ville a quand même prévu de vous offrir un cocktail à l'issue de cette présentation. Je voudrais cependant mentionner quelques données particulièrement significatives. Comme la plupart des autres collectivités locales, nous subirons en effet une nouvelle amputation de la dotation globale de fonctionnement, baisse estimée actuellement à quelques 650 000 €. C'est une estimation. De 2008 à 2016, le montant des dotations de l'État aura donc été réduit, en ce qui nous concerne, d'un peu plus de moitié, passant de 4,1 millions d'euros à 2 millions d'euros. Non seulement notre commune n'est pas épargnée par cette politique de réduction du déficit de l'État, mais elle se trouve même doublement pénalisée, avec l'obligation de constituer un budget annexe sur les parcs de stationnement et la nécessité d'acquitter sur le résultat net d'exploitation de ce budget l'impôt sur les sociétés. Je m'excuse, je vous donne quelques détails. L'impôt sur les sociétés, la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée. Ces impositions nouvelles à acquitter en 2016 s'élèveront à environ 1,2 million d'euros. La constitution de ce budget annexe aura un impact particulièrement négatif sur le budget principal de la commune, de loin le plus fragile. Jusqu'ici, en effet, c'était environ 1,6 million d'euros de recettes nettes de stationnement qui venaient abonder ce budget. Au total, si l'on tient compte de l'amputation de la dotation globale de fonctionnement, c'est donc une ponction budgétaire d'environ 2,3 millions d'euros que subira le budget principal de la commune. Alors, il me paraissait important que vous preniez bien conscience de cette nouvelle situation qui implique qu'il va falloir désormais établir de façon encore plus stricte qu'auparavant des priorités dans la hiérarchie des urgences, ou pour parler plus simplement, qu'on ne pourra pas tout faire et répondre à toutes les sollicitations, aussi fondées puissent-elles apparaître à ceux qui les auront formulées. Alors, me direz-vous, qu'allez-vous faire pour répondre à cette nouvelle situation ? Tout en nous efforçant de maintenir le cap que nous nous sommes fixés depuis 2008, nous accentuerons notre politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'optimisation des recettes, afin de continuer à autofinancer une partie de nos investissements, et notamment, parce que c'est très important, j'y tiens, de poursuivre la réhabilitation des infrastructures et des équipements. Je confirme cependant qu'il n'est pas prévu, pour résoudre nos problèmes, d'augmenter les impôts. Je tiens en effet à honorer la promesse faite lors de notre réélection en 2014, de maintenir inchangé, jusqu'à la fin du mandat, le taux des impôts locaux déjà gelé depuis 2013. Je sais bien que c'est la solution que les services de l'État nous engagent à mettre en œuvre au prétexte que nous aurions un potentiel fiscal important. Mais je n'ai pas l'intention de revenir sur cet engagement, à moins d'y être absolument contraint, car les ménages et les entreprises sont déjà soumis au plan national à des prélèvements excessifs qui découragent la consommation, l'épargne, l'investissement, l'activité et l'emploi. Il n'est pas envisagé non plus de restreindre les services rendus à la population, car c'est là une des missions essentielles de nos collectivités, de notre collectivité, ni d'ailleurs d'accroître la dette de la commune. Au contraire, j'entends toujours continuer à réduire régulièrement l'encours de la dette en remboursant plus que nous emprunterons, même si cette réduction ne peut n'intervenir qu'à un rythme relativement lent. C'est en tout cas notre choix. Face à ces nouvelles contraintes, nous nous efforcerons en 2016 de contenir nos dépenses de fonctionnement, notamment en restructurant les services municipaux, en ne remplaçant pas systématiquement les agents qui partiront à la retraite et en continuant à renégocier nos contrats de prestation de services. Les subventions allouées aux associations connaîtront aussi une nouvelle diminution d'environ 5%, et la part de la contribution versée par la commune à notre SEM Tourisme s'inscrira aussi en baisse. Les autres ressources de la SEM proviendront de ses activités propres et des recettes nouvelles en provenance de l'augmentation de la taxe de séjour.
Une économie significative sera aussi réalisée du fait d'une diminution de notre contribution au service départemental d'incendie et de secours du Var, le SDIS. Depuis des années, en effet, cette contribution était manifestement excessive. Grâce aux travaux effectués par un groupe de travail auquel j'ai eu le plaisir de participer et à la décision prise récemment par le conseil d'administration du SDIS, une nouvelle grille de répartition beaucoup plus équitable est entrée en application pour 2016 et les années suivantes, avec un lissage sur 3 ans afin de faciliter l'ajustement pour les communes qui devront désormais payer plus. Je tiens donc à remercier très sincèrement les membres du groupe de travail, le conseil d'administration du SDIS et sa présidente, Mme Françoise Dumont, ainsi que le colonel Éric Martin, directeur départemental, et ses collaborateurs pour avoir réussi à forger le consensus sur cette réforme. Comme je l'avais évoqué fin octobre, lors de notre rencontre avec les acteurs économiques, la réduction de nos dépenses de fonctionnement passe également par une diminution du budget consacré à l'événementiel, soit en annulant certains événements, soit en faisant en sorte qu'ils soient autofinancés par des participations de sponsors ou de partenaires, soit en les faisant passer à un rythme biennal. C'est ainsi, par exemple, que les aides de Saint-Tropez ne feront plus concurrence l'année prochaine à Sainte-Maxime. Elles seront organisées par un acteur privé, à condition qu'il trouve les financements nécessaires et que les mystères du XXIe siècle se feront désormais sur un rythme biennal. Je précise, afin d'anticiper d'éventuels commentaires critiques, que le salon Côté Sud ne reviendra à Saint-Tropez qu'en 2017. Mais c'est un choix de l'organisateur et non pas de la commune. Par ailleurs, les soirées de la Citadelle ne sont pas et n'ont jamais été des événements financés par la ville, laquelle se contente de louer le site au producteur Live Nation et à son prestataire technique et de percevoir une redevance sur la location de l'espace scénique. Ceci dit, la plupart des événements et manifestations phares de 2015 seront reconduits cette année, avec notamment une nouveauté qui s'annonce bien sympathique. Je veux parler des Vespa World Days, le rassemblement mondial des amateurs de Vespa qui aura lieu dans le golfe de Saint-Tropez du 2 au 5 juin prochain et qui promet d'avoir un impact, je dirais, presque comparable à celui de l'Eurofestival Harley-Davidson, avec la venue de quelques 8000 heureux propriétaires de ces scooters mythiques. Des expositions et défilés sont annoncés dans le cadre de cette manifestation. D'une manière plus générale, nous nous efforcerons toujours de rechercher quelques événements porteurs à fort impact économique en vue notamment de conforter les aides de saison. Nous continuerons aussi à prospecter activement d'autres sources de recettes, par exemple en développant notre politique de promotion de la marque Saint-Tropez avec la signature de nouveaux contrats de licence ou en sollicitant des fonds de concours privés pour financer certains investissements. Nous lancerons aussi une nouvelle campagne auprès des donateurs pour accroître les ressources de la Fondation Saint-Tropez pour la mer, les arts et la culture, ce qui permettrait de contribuer au financement de travaux de rénovation des infrastructures culturelles. En 2016, la Fondation participera à hauteur de 250 000 € au financement des travaux de réalisation du futur musée de la gendarmerie et du cinéma. Nous avons également décidé de différer certains investissements, comme la poursuite de la réhabilitation de la voirie de la vieille ville, qui interviendra maintenant à l'automne 2016, ou la restructuration du cinéma La Renaissance, elle aussi reportée aux années suivantes. En dépit de ces ajustements, ce seront encore 6,3 millions d'euros qui, en 2016, seront consacrés sur le budget principal de la commune aux acquisitions et travaux, ce qui permettra de poursuivre un certain nombre de projets déjà entamés et aussi d'ouvrir de nouveaux chantiers. Parmi les principaux, il convient de noter l'achèvement du musée de la gendarmerie et du cinéma. Claude Bérard a rappelé que les travaux sont maintenant terminés. Les entreprises chargées de réaliser l'aménagement scénographique ont été sélectionnées. Elles procéderont à l'installation des décors, du mobilier et des collections de janvier à avril, ce qui devrait permettre d'ouvrir le musée en juin prochain. Il y a fort à parier qu'en l'instar du musée de l'histoire maritime de la Citadelle,
ce nouveau musée connaîtra un vif succès, contribuant ainsi à renforcer l'offre muséale de la ville et à conforter son attractivité avec des retombées économiques non négligeables. La réhabilitation de la place Blanqui constitue un chantier prioritaire. En effet, depuis l'ouverture de l'Hôtel de Paris, il y a maintenant près de 3 ans, et celle prochainement du futur musée de la gendarmerie et du cinéma, la physionomie de ce quartier a considérablement changé. Il est donc apparu nécessaire d'effectuer une opération de rénovation urbaine et de mise en valeur de cet espace comprenant une réhabilitation complète des divers réseaux et du revêtement, ainsi que des aménagements paysagers, piétonniers et routiers. Il apporte que ces travaux qui ont débuté il y a quelques jours soient terminés pour la date d'ouverture du musée, c'est-à-dire en juin. Comme il fallait s'y attendre, le contraire eût en effet été surprenant. Ces travaux ont donné lieu, de la part de ceux qui, par calcul politique et par principe, émettent toujours des jugements négatifs, à de vives critiques portant pêle-mêle sur le manque de concertation, leurs coûts et même les procédures d'attribution des marchés. J'ai toutefois été très heureux de constater que lors d'une réunion de présentation organisée à l'intention des résidents du quartier, c'est-à-dire des premiers intéressés, ce projet a reçu un excellent accueil. Ce qui m'importe en effet, c'est l'opinion des Tropéziennes et des Tropéziens et non pas celle des professionnels du dénigrement. Dans le cadre de notre programme de réhabilitation des équipements sportifs, nous espérons pouvoir entamer cette année des travaux de rénovation du stade Marcel-Aubourg. L'assistant à maîtrise d'ouvrage que nous avons recruté il y a un petit peu plus d'1 an maintenant a travaillé sur la définition du programme technique et l'estimation des besoins de l'USP Football. Il s'est attelé à préparer les procédures administratives et réglementaires qui devraient nous permettre donc de définir et de valider le programme des travaux. Malheureusement, l'obtention de ces autorisations s'avère plus compliquée et plus longue que prévu, et tant qu'elles n'auront pas été délivrées, les travaux ne pourront pas débuter. Temporairement interrompus, comme je l'ai indiqué, les travaux de rénovation de la vieille ville reprendront à l'automne. Ils concerneront les rues Portail-Neuf, de la Treille, des Feigniers et l'impasse de la Miséricorde. Comme à l'accoutumée, ils débuteront par la réfection des réseaux et seront suivis par la pose de revêtements. En tant que propriétaire de divers locaux au lotissement du Moulin Blanc, la ville participera aussi à hauteur de 150 000 € aux travaux de confortement de la falaise, travaux entrepris à l'initiative de l'association syndicale des propriétaires. Des travaux de mise en sécurité interviendront aussi sur la route des Salins, devenue de plus en plus dangereuse en raison d'une circulation intense et croissante et d'une dégradation de son revêtement. De nombreux autres travaux seront aussi entrepris en 2016 dans le cadre du budget principal de la commune. Ils concernent l'amélioration du patrimoine communal, la valorisation du milieu urbain et des aménagements divers. On peut citer notamment les travaux qui interviendront au château de la Moute, ainsi que ceux qui portent sur l'éclairage public, la réhabilitation du réseau pluvial et l'amélioration des réseaux informatiques, ainsi que de vidéoprotection. D'autres investissements seront effectués dans le cadre des budgets annexes. Ce sera le cas notamment des travaux qui seront réalisés sur les réseaux d'assainissement ou alors de divers travaux d'aménagement du parking du port. Mais de loin, le chantier le plus important concernera les travaux de rénovation et d'extension de la capitainerie. Les locaux de la cour Saint-Elme étaient en effet devenus trop exigus pour répondre aux besoins. Ces locaux ayant maintenant été évacués et les bureaux transférés progressivement dans les Algeco, les travaux ont pu démarrer il y a 1 mois. La nouvelle structure, qui devrait être terminée d'ici 15 à 16 mois, permettra de disposer d'un espace plus fonctionnel et plus qualitatif et d'accueillir ainsi, dans de meilleures conditions, une clientèle de haut de gamme.
De nouveaux services pourront y être offerts, notamment une conciergerie, ainsi que la mise à disposition de vélos, de véhicules électriques, etc. Le premier étage du bâtiment comportera un espace de convivialité comprenant un petit business center, une zone traiteur et un salon terrasse ayant bien évidemment vue sur le port. Cet espace sera destiné aux clients VIP ainsi qu'aux brokers et acteurs travaillant sur le port. Parmi les autres travaux qui devraient intervenir cette année sur la zone portuaire, il convient de noter la réfection de l'éclairage des quais du Vieux-Port. La préparation du futur projet d'aménagement d'ensemble de l'esplanade du Nouveau Port se poursuivra. Je ne vais pas, faute de temps, y consacrer de longs développements, car les grandes orientations qui le sous-tendent figuraient sur notre dernière plateforme électorale et qu'à l'occasion des vœux 2015, j'en avais déjà évoqué ces principaux éléments. Je rappellerai seulement que ce projet prévoit la réalisation d'un petit bassin technique qui permettrait d'abriter une gare maritime et d'y regrouper les navettes maritimes, les bateaux de promenade en mer ainsi que les chaloupes des bateaux de croisière. Ce petit bassin ne sera pas destiné à accueillir la grande, la moyenne ou la petite plaisance, il serait beaucoup trop petit pour cela. Le plan d'aménagement d'ensemble prévoit aussi la création d'un pôle technique avec tous les équipements nécessaires, tirage à terre, aire de carénage, grue, travel lift, terre-plein d'entretien, etc. Tous les professionnels de la plaisance et du nautisme seraient regroupés sur un terre-plein central proche de ce pôle technique et offrant des hangars. Il est aussi prévu d'effectuer la mise hors d'eau du parking et de restructurer les aires de stationnement avec possiblement la création d'un parking souterrain de 400 places qui serait situé sur le domaine public communal et non pas sur le domaine public maritime. Suite à une mission d'aménagement et de réceptivité portuaire conduite avec l'aide d'un cabinet d'études en 2010-2011 et au travail ultérieur, je dirais au travail important réalisé ultérieurement par un groupe de travail piloté par l'adjoint aux affaires maritimes, Franck Boumandil, des consultations sont intervenues avec les divers services de l'État concernés, à savoir la DTTM, donc la Direction départementale des territoires et de la mer, et l'ADREAL, qui est l'autorité environnementale de l'État. À la demande de l'ADREAL, la ville a confié à un bureau d'études une étude de reconnaissance subaquatique environnementale sur le périmètre maritime du projet. Celle-ci porte sur une cartographie du site, un relevé des fonds marins, une reconnaissance environnementale établissant la localisation des espèces végétales et animales, le niveau de protection des espèces, la qualité des sols et l'observation de la digue existante. Cette étude sera présentée courant janvier à l'ADREAL, c'est-à-dire dans quelques jours ou quelques semaines. Si j'ai mentionné ces détails, au risque de vous importuner, j'en suis conscient, c'est pour que vous puissiez apprécier la simplicité de toutes ces procédures administratives. Par ailleurs, afin de nous aider à établir le cahier des charges en vue de la désignation d'un maître d'œuvre, une consultation pour une mission d'AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, a été lancée. À l'issue de la première phase, 5 candidats ont été sélectionnés. La seconde phase, qui va être lancée dans les prochains jours, permettra de sélectionner le candidat qui sera retenu pour assurer cette mission d'assistance qui couvre l'ensemble des volets administratifs, techniques et financiers depuis la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Là aussi, sur ce dossier, nous continuons d'avancer. Mais il est clair que les travaux ne pourront être lancés qu'après l'obtention de toutes les autorisations administratives et être réalisés par tranche. Pour ceux que ce projet inquiète, j'ai déjà eu l'occasion d'insister sur le fait qu'outre les diverses procédures de concertation prévues par les textes, j'ai l'intention d'engager une vaste consultation avec toutes les parties concernées et notamment les professionnels de la plaisance et du nautisme. Mais cette consultation ne pourra s'avérer fructueuse qu'à partir du moment où les services de l'État nous auront dit clairement ce qu'il est ou non possible de réaliser et sous quelles conditions. Ce projet reste donc soumis à un certain nombre d'aléas et s'il se réalise, il sera amené à se poursuivre au-delà de cette mandature. J'ai donc l'impression que je vais encore vous en parler pendant quelques années
N'en déduisez pas que je serai toujours là en 2030, je ne veux surtout pas en effrayer certains. Le programme de construction de logements réalisé par la société Kaufmann & Broad se poursuivra dans les mois à venir. Je rappelle que ce programme n'est pas financé par la ville, mais que la partie locative, qui en représente les 2/3, soit 166 logements sur 250, fait l'objet de baux emphytéotiques administratifs permettant à la ville d'en récupérer la propriété à l'issue d'une période de 60 ans. Comme l'a indiqué Claude Bérard, ce sont 87 nouveaux logements qui ont déjà été réalisés sur les 2 zones mitoyennes d'Hélice et du Couvent. Ils sont maintenant habités à la plus grande satisfaction de leurs locataires, qui peuvent ainsi bénéficier de logements de qualité à des loyers défiant toute concurrence. Je le répète, car cela ne semble toujours pas avoir été reconnu par certains. Ces logements sont occupés à plus de 90% par des personnes habitant déjà à Saint-Tropez ou y travaillant. Il suffit d'aller se promener sur ce nouveau quartier ou dans ce nouveau quartier pour le constater. 80 autres logements locatifs sont actuellement en cours de construction sur le site de l'ancien hôpital. Le chantier, désormais bien avancé, se déroule conformément aux prévisions initiales et j'ai bon espoir que ce nouvel ensemble immobilier soit terminé pour l'été prochain. Au total, lorsque ce programme sera entièrement achevé, nous aurons construit à Saint-Tropez 166 appartements locatifs à caractère social ou à loyer modéré, permettant de loger quelques 500 personnes, ce dont je me félicite au vu des difficultés considérables de logement que nous connaissons et des problèmes engendrés par la baisse démographique liée au coût très élevé du foncier. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la réalisation de ce programme a donné lieu à toutes sortes de polémiques de la part de ceux qui avaient annoncé vouloir mettre en œuvre un programme encore plus ambitieux que le nôtre sur les mêmes assises foncières et qui, au cours des premières années de notre mandat, ne cessaient de se lamenter et de répandre l'inquiétude parce que, soi-disant, on ne voyait rien venir. Mais à partir du moment où les bâtiments ont commencé à sortir de terre, les mêmes se sont agités pour dénoncer la bétonisation excessive, la hauteur des bâtiments, leur intégration dans le site, et ensuite l'absence de transparence des procédures d'attribution des logements locatifs. Dernièrement, ils n'ont eu de cesse de se délecter des recours intentés par un candidat non retenu lors de l'attribution du traité de concession, en se réjouissant par avance des hypothétiques problèmes financiers qui pourraient en résulter pour la ville. Comme vous le savez, ce n'est pas un mystère, l'attribution de ce traité de concession à la société Kaufmann & Broad a en effet fait l'objet de recours successifs de la part de la SAGEM devant le tribunal administratif de Toulon, la Cour administrative d'appel de Marseille et le Conseil d'État. Jusqu'ici, aucune de ces 3 institutions n'a annulé le traité de concession. Mais alors que sur les 11 motifs invoqués par la SAGEM, le tribunal administratif de Toulon n'en avait retenu que 2 et que la Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré que la procédure d'attribution de la concession n'était entachée d'aucune irrégularité, dans un arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d'État a considéré que la Cour administrative d'appel de Marseille avait commis une erreur de droit sur 3 points. Le Conseil d'État a donc annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon. C'est donc à nouveau sur le jugement du tribunal administratif de Toulon que la Cour administrative d'appel de Lyon doit statuer. Dans l'attente du futur arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, nous avons transmis des observations complémentaires en versant au débat de nouveaux éléments qui n'avaient pas été portés à la connaissance du tribunal administratif de Toulon. Conformément à la ligne que j'ai toujours suivie jusqu'ici, je ne commenterai pas par anticipation des décisions de justice à venir, quitte à décevoir certains journalistes qui instruisent systématiquement à charge contre la commune et contre son maire, ou ceux qui, par calcul politique, se réjouissent toujours des problèmes que nous pouvons rencontrer. Je ne me perdrai donc pas en conjecture sur les conséquences éventuelles de ces décisions de justice, mais rassurez-vous, nous travaillons déjà à anticiper, et quelles que soient ces décisions nous apporterons des solutions.
Puisque j'en suis à la chronique des recours, je me dois aussi de vous tenir informé du recours, en fait je devrais dire des divers recours qui ont été intentés contre notre PLU approuvé le 27 juin 2013. Lors de l'audience du 10 décembre dernier devant le tribunal administratif de Toulon, le rapporteur public a conclu à l'annulation de l'intégralité du PLU en se fondant sur un certain nombre de points, à savoir l'incomplétude du dossier d'enquête publique, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas complet, l'absence de concertation préalable à la tenue de l'enquête publique complémentaire, ainsi que les critiques formulées contre les zones, ceux qui connaissent A et N, le secteur UD7 et la zone 1. Sur ces divers points, la commune a produit une note en délibéré contenant un certain nombre d'observations. Nous espérons que dans l'arrêt qui doit être rendu le 14 janvier prochain, donc dans quelques jours, le tribunal tiendra compte de nos observations et arguments. Là aussi, je me garderai bien d'anticiper sur cette décision. Nous aviserons et communiquerons en temps voulu sur les conséquences de cette décision de justice. L'année dernière, j'avais assez longuement évoqué un certain nombre de problèmes concernant l'occupation du domaine public. Je ne reviendrai pas sur la nouvelle convention type d'occupation du domaine public portuaire, mise en place en 2015, afin que l'activité des chantiers s'exerce désormais dans le respect du cadre législatif et réglementaire qui doit présider à leur activité. Dans l'ensemble, ce nouveau cadre s'est avéré nettement plus satisfaisant pour la ville, sans que les chantiers dont l'activité, je le répète, reste essentielle et doit le rester, en soit trop perturbée. En revanche, je souhaiterais faire rapidement le point sur l'expérience conduite l'année dernière afin de maintenir un point de vente presse sur le port, suite à la disparition de la maison de la presse. Cette opération avait consisté à ne pas renouveler l'AOT de terrasse aux précédents bénéficiaires et à l'octroyer à un nouvel opérateur, en l'occurrence la société Mediakiosque, qui avait installé donc un kiosque place Garonne et un point presse complémentaire sur le port. Malheureusement, le preneur à qui la société Mediakiosque avait confié l'exploitation a jeté l'éponge à la fin de la saison, n'ayant peut-être pas correctement évalué les difficultés et les contraintes liées à ce type d'activité. Nous avons donc repris les discussions avec la société Mediakiosque et la société financière tropézienne de M. Lanzaro afin que ce dernier puisse reprendre la gestion des deux lieux de vente, c'est-à-dire le kiosque sur la place Garonne et la terrasse du port, mais sous de nouvelles conditions. Le kiosque serait ouvert durant la journée, avec une fermeture pendant les heures creuses de l'après-midi et une reprise de service en fin d'après-midi. La terrasse du port serait-elle ouverte tôt le matin jusqu'à 13h. L'après-midi, elle serait réservée à l'activité de vente de glace exercée par l'établissement de M. Lanzaro. J'espère que ces propositions seront acceptées par toutes les parties concernées. Une réunion doit intervenir très prochainement pour en décider. Il m'importe qu'une solution, même non optimale, puisse être apportée à ce problème, car le maintien d'un point de vente presse sur le port remplit à mes yeux une mission d'intérêt général. Quelques mots maintenant, avant de conclure, sur la communauté de communes. Portant une double casquette, celle de maire et de vice-président, je ne sais d'ailleurs pas à quel titre je dois m'exprimer, je le ferai en me référant aux deux. En tant que maire, ça ne vous surprend pas, j'avoue être toujours très préoccupé par les transferts de compétences prévus par la loi NOTRe et, d'une manière plus générale, par la volonté affichée de nos gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche, de vider à terme les communes de leur substance. Ceci étant, la communauté des communes est maintenant en place depuis 3 ans. Suite à la réorganisation des services, elle est désormais beaucoup mieux structurée et fonctionne avec plus d'efficacité. Merci Vincent. Je peux témoigner que grâce aux efforts des élus et des services, ou pour ne pas vexer quiconque, des services et des élus, un travail très important a été accompli dans de nombreux domaines. Pour ne citer que quelques exemples, car l'objectif n'est pas ici de vous présenter un rapport d'activité, je mentionnerai que le suivi d'exécution du budget a été effectué avec beaucoup plus de rigueur, que des grands chantiers ont été lancés, concernant notamment la révision élargie du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, ainsi que la préparation
de l'élaboration du programme local de l'habitat, le PLH, qui portera sur l'ensemble du territoire. Mais c'est surtout, Vincent l'a dit ce matin, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers et assimilés, que des avancées considérables sont intervenues avec l'adhésion de la communauté de communes au CITOMAC, c'est-à-dire au syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise. Cette option en faveur de l'incinération devrait nous permettre de mieux maîtriser à terme les coûts de traitement en réalisant d'importantes économies, tout en faisant prévaloir une solution plus satisfaisante du point de vue environnemental que l'enfouissement. Je tiens donc à remercier tous mes collègues maires, vice-présidents, ainsi que les élus communautaires et les services de la communauté qui se sont investis pour que notre communauté avance. J'espère que les clivages politiques qui se sont manifestés lors des récentes élections régionales et qui risquent de s'accentuer à la perspective des prochaines échéances électorales ne mettront pas en cause l'esprit constructif qui a dans l'ensemble prévalu jusqu'ici, car de grands défis nous attendent. À cet égard, j'espère aussi que les conseillers régionaux issus de notre communauté s'attacheront, en concertation avec nos conseillers départementaux et les services de la communauté, à faire prévaloir les intérêts de notre territoire. Le temps est venu de conclure. C'est ce que je ferai en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir été à nos côtés ce soir et en présentant à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos entreprises, ainsi qu'à l'ensemble de la population de notre cité, tous mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite et d'épanouissement dans votre vie personnelle et professionnelle. Je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui en raison des problèmes de santé ou de difficultés personnelles, ceux qui souffrent de solitude ou qui sont démunis. Que 2016 soit pour eux porteuse aussi d'espoir et d'une amélioration de leur situation. Je souhaiterais aussi, nous qui avons la chance de ne pas avoir été directement affectés, que nous sentions en communion avec toutes ces familles qui sont aujourd'hui dans le deuil et la peine après avoir perdu lors des attentats terroristes un ou plusieurs êtres chers, dont un membre ou plusieurs membres ont subi de graves blessures. Je veux leur dire que ce soir, nous sommes de tout cœur avec elles. Et avant de nous séparer, je vous invite à observer une minute de silence en hommage à ces victimes. Merci. En dépit de ces tragiques événements, cette soirée se doit aussi d'être un moment de rassemblement et de fraternité. Aussi, permettez-moi maintenant, mesdames et messieurs, chers Tropéziens, chers amis, de vous inviter à vous rendre au rez-de-chaussée afin de partager en toute simplicité et en toute convivialité le verre de l'amitié. Merci à tous.